Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, à toutes les personnes qui sont ici à l'auditorium, puis à toutes les personnes qui sont en ligne. Bienvenue à cette conférence Place à la relève, organisée par l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Avant de commencer, quelques consignes simples pour assurer une présentation puis un échange harmonieux. On aimerait vous demander de vous assurer qu'on puisse bien vous identifier. Donc, si vous êtes en ligne, assurez-vous que le nom qui est reflété sur Zoom reflète votre nom. Et si vous êtes à l'aise, peut-être indiquer l'établissement auquel vous êtes attaché ou l'organisme auquel vous êtes attaché. La présentation sera d'environ 30 minutes. Notre conférencière a prévu une période d'échange et de questions pendant et après. Vous pouvez, si vous êtes en ligne, utiliser la période de la fenêtre de clavardage pour indiquer vos questions. On va les capter et puis on les lui transmettra là, au moment de la période d'échange. Je vous informe que le diaporama de cette présentation sera partagé. Vous recevrez les informations pour vous le procurer à la fin et vous les recevrez en même temps que le formulaire d'évaluation et le lien d'abonnement à notre infolettre. Cette présentation sera également enregistrée. Toutefois, les interventions des personnes en ligne ne seront pas captées. Il se peut que la voix des personnes ici à l'auditorium soit captée dans l'enregistrement. J'attire votre attention sur ce fait. Si vous souhaitez communiquer votre question autrement afin de ne pas apparaître à l'enregistrement, simplement nous le signaler. Alors, sans plus tarder, il me fait très plaisir de vous accueillir, d'accueillir tout le monde. Je m'appelle Frédéric Messier, je suis un APPR chargé de projet en transfert de connaissances ici à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, qui est un site du CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Il s'agit d'une conférence dite Place à la relève parce qu'elle est offerte par une candidate au doctorat. C'est Charlotte Hendricks, qui est en train de compléter un doctorat en neuropsychologie clinique sous la co-direction de Carolina Bottari, qui est une chercheuse chez nous à l'IURDPM et qui est professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Co-direction avec Nadia Gosselin du CEAMS, le Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Madame Gosselin est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre conférencière, Charlotte. Bonjour. Merci, Frédéric. Merci tout le monde. C'est normal si le micro ne fonctionne pas dans la salle, c'est pour ceux qui sont en ligne. Donc déjà, pour ceux qui sont en ligne, on est une vingtaine dans la salle, puis pas mal de visages connus. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Comme Frédéric l'a dit, je fais une thèse en neuropsychologie avec Carolina et Nadia, thèse qui a été défendue en juin, sur laquelle je vais vous parler brièvement, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est un peu d'avoir plutôt des échanges cliniques pertinents pour les professionnels de la santé, mais aussi les personnes qui se reconnaîtront peut-être dans les témoignages de vie, et que ça vous soit pertinent dans votre travail de votre quotidien, pardon. Donc, on va parler un peu de la vie après la réadaptation, les personnes qui ont subi un TCC, donc traumatisme crânio-cérébral, et les personnes proches aidantes. Ça ressemble à quoi, cette vie, plusieurs années après un TCC? Donc, j'ai vite mis également le nom de toutes mes collaboratrices. Il n'y a que des femmes sur le coup, parce que c'est un travail d'équipe, évidemment, qui a été poursuivi pendant tout au long de ma thèse. Donc, juste une petite mise en contexte pour que vous compreniez d'où vont venir les données dont je vais vous parler aujourd'hui, les histoires de vie finalement. J'ai fait une thèse donc, qui traitait sur la gestion des comportements problématiques chez des personnes qui ont subi un TCC et qui vivent déjà dans la communauté. Donc, on est plusieurs années post déjà. C'est des gens qui pouvaient être retournés à domicile ou dans des résidences adaptées. L'objectif de cette thèse, on en avait plusieurs, mais globalement, c'était de comprendre quels étaient les comportements qui étaient perçus comme problématiques par les personnes avec un TCC elles-mêmes, ainsi que par leurs personnes proches aidantes, leur famille. On avait aussi investigué les stratégies d'adaptation qu'ils avaient développées avec le temps pour faire face à ces comportements-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait avec des comportements quand on est de retour à la maison, qu'on n'a plus de professionnels de la santé autour de nous et qu'on les vit au day-to-day? Et enfin, on avait comme un troisième volet un peu exploratoire qui était est-ce qu'on pourrait leur donner un soutien différent que par nos approches habituelles? Est-ce que la technologie pourrait être un volet pertinent comme outil du quotidien pour soutenir la gestion émotionnelle / des comportements? Ensuite, comment est-ce qu'on a fait tout ça, en tout cas pour les deux premiers objectifs qui vont
coller avec les histoires de vie que je vais vous présenter aujourd'hui. On a fait des analyses qualitatives d'entrevues que j'ai réalisées avec ces familles-là. Donc, on a contacté en fait des familles à travers les associations comme notamment l'AQTC, donc l'Association québécoise des traumatisés crâniens pour ceux qui connaissent. C'est des personnes que je vais vous présenter juste après, mais donc on a fait les rencontres soit dans les associations, soit à domicile, puis ensuite également en virtuel quand la COVID a commencé. C'était des entrevues d'environ 1 heure avec ces gens-là. On discutait en fait de leurs histoires de vie, de leur comportement, de leur stratégie. Et comme vous voyez, c'est une récolte de données qui s'est étendue de décembre 2019 à octobre 2021. Ça, c'est juste pour vous mettre un petit peu en contexte parce qu'on ne va pas tant parler de ça, de données scientifiques ou d'articles aujourd'hui, mais plus de parcours de vie. Pour que vous sachiez qui sont ces gens-là, parce que c'est vraiment d'eux dont je vais parler aujourd'hui, je vais essayer d'être le porte-parole de leur vécu et de leurs histoires. Donc, on avait au total 26 participants dans ma thèse. On avait 14 personnes avec un TCC, donc le fameux PTCC, personnes avec un TCC. On avait également 12 personnes proches aidantes. Vous voyez les moyennes d'âge pendant les entrevues, mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est les moyennes post-accident. Donc, vous voyez que parmi mes personnes avec un TCC, on était en moyenne 20 ans après l'accident. C'est des personnes qui présentaient encore à l'heure actuelle des troubles du comportement ou qui en avaient vécu dans leur parcours de vie et donc qui étaient vraiment devenus finalement experts du quotidien et du terrain de cette thématique-là. Pour ceux qui vont être intéressés un peu en termes de sévérité, si vous travaillez avec ces populations-là, on avait 11 TCC considérés comme graves. Ça, c'était des données qui étaient auto-rapportées par les gens, mais parfois on pouvait un peu les objectiver avec leur parcours de vie quand ils nous parlaient du temps d'amnésie post, du temps de perte de conscience post. On avait un TCC léger et 2 personnes qui n'étaient pas vraiment capables de nous retracer la sévérité et pour lesquelles on n'avait pas accès spécialement aux dossiers médicaux. Les profils étaient super variés. Pour aujourd'hui, j'ai choisi 3 familles que je vais vous présenter, mais il faut vraiment que vous gardiez en tête que j'ai eu une ribambelle d'exemples. Donc, si vous êtes curieux et curieuse, vous pourrez me poser la question à la fin. Je pourrais vous donner d'autres exemples d'histoires de vie parce que vous allez voir que ces 3 histoires-là sont très différentes et qu'il y a encore plus de variétés cachées derrière. Donc, on les a recrutés en dyade parce que l'objectif, c'était d'avoir la personne TCC et la personne proche aidante, même si on faisait des entrevues individuelles, pour pouvoir aussi un peu comparer leurs propos. Est-ce qu'ils voyaient les mêmes comportements? Est-ce qu'ils avaient les mêmes stratégies? Donc, on allait vraiment voir est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences dans leur parcours de vie, dans leurs explications. On avait également 2 triades. Ça nous a beaucoup surpris. Mais donc, généralement, c'était une personne proche aidante qui vivait avec 2 personnes qui avaient subi un TCC dans le quotidien à domicile. Et finalement, mais comme vous le voyez, une méga variété de profils. On avait dans les proches aidants, on avait des conjoints, des conjointes, des pères, des mères. Pour les personnes avec un TCC, il y en avait pour la majorité qui étaient sans emploi, mais une personne avait un mi-temps. Des personnes qui vivaient tant à domicile qu'en résidence. Puis au niveau plus du profil, on va dire cognitif et langagier, on avait 3 personnes qui avaient quand même des troubles de langage sévères. Et dans les familles, on avait 2 familles qui vivaient avec des enfants mineurs. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de mon échantillon. Donc, vous allez voir que le but, c'est que la présentation, elle soit courte. Donc, je vais quand même assez rapidement passer sur les histoires de vie. Notez-vous les petites questions ou les petites curiosités qui vous viennent à l'esprit, parce que je veux vraiment qu'on profite ensemble de faire un échange après, tant sur la réflexion sur est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces familles-là, que nous, en tant que professionnels, qu'est-ce que ça nous amène comme réflexion? Est-ce que ça nous pousse à redéfinir un peu ce qu'on fait comme travail avec eux ou les perspectives, les recommandations qu'on leur donne une fois qu'ils partent de la réadaptation? C'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Donc, je spoil un peu mon slide qui vient maintenant. Donc, c'est ça, souvent, quand je parle avec les professionnels qui sont en réadapt, soit intensive, interne ou en externe, ils me disent, mais nous, on les voit partir, puis après, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et ça, c'est la question à 1 000 $, même 100 000 $. Donc, j'espère vous apporter un petit peu des morceaux de réponse à ça aujourd'hui. Donc, le but, c'est que vous puissiez avoir un aperçu de leur vécu puis de leur quotidien plusieurs années après l'accident, parce que je pense qu'on le sait tous et toutes ici, un TCC, ce n'est pas juste un accident à un moment T d'une vie, c'est vraiment un processus chronique qui s'installe et qui va les suivre tout au long de leur vie. Donc, vous offrir aussi peut-être un éclairage différent sur c'est quoi le TCC en tant que condition chronique, parce que souvent, quand on est proche de la réadaptation, même si on est dans le post-aigu, on est quand même encore dans l'aigu. Mais qu'est-ce qui se passe 10 ans après?
Et enfin, ben, j'espère éventuellement que vous repartirez, peut-être pas avec des solutions, mais en tout cas beaucoup de réflexions. J'ai vraiment envie que vous ayez un peu l'esprit rêveur et penseur en sortant, en vous disant, mais et moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux continuer à faire? Quelles réflexions et quelles questions je peux me poser? Donc, je vous emmène dans le vortex temporel avec moi. On va à 20 ans post, tous ensemble. Et donc, je vais vous présenter d'abord Johan et Patrick, évidemment, ce sont des pseudonymes, qui sont 19 ans après l'accident. Donc, tout d'abord, Johan, elle a subi un TCC grave, puis elle avait 38 ans quand moi je l'ai rencontrée. C'était un accident de la route. C'est une personne qui a un bagage de vie vraiment assez lourd, mais qui, je pense, correspond beaucoup aux gens qu'on peut voir ici à l'IRGLM. Donc, c'est une femme qui est tombée rapidement dans la prostitution et dans l'itinérance après son accident grave. Elle faisait part d'abus financiers de la part de sa famille. Elle n'était pas sous tutelle. Elle faisait aussi dans l'histoire de vie avant le TCC de part elle vivait de l'abus par son père dans la famille. Donc, elle était vraiment super vulnérable dans une famille qui ne lui correspondait pas. Et elle a rencontré, après son TCC, quand elle était déjà dans la rue, donc c'est un peu particulier, son conjoint, Patrick, qui avait 63 ans quand je l'ai rencontré. Patrick, en fait, l'a rencontré dans la rue. Elle voulait lui proposer ses services et il a dit non, mais par contre, moi, je veux t'aider à sortir de là. Et donc, il y a comme une relation qui s'est installée. Il lui a offert ses clés. Elle venait de temps en temps chez lui pour prendre une douche, se reposer. Il la voyait passer en coup de vent. Elle repartait. Parfois, elle venait avec ses amis de la rue. Donc, il a commencé à mettre des règles. Puis, ils ont créé une relation autour de ça. Ça peut paraître particulier, mais il l'a quand même vraiment sauvée de ce milieu-là. Parce que maintenant, ils vivent ensemble. Ils vivent dans une petite maison en banlieue. Ils avaient décidé de déménager de Montréal parce que comme elle consommait, même quand elle allait mieux et qu'elle avait de l'argent, elle retournait dans la rue voir ses anciennes fréquentations. Elle achetait de la marijuana. Donc, ils ont pris d'un commun accord la décision de déménager à l'extérieur de Montréal pour qu'elle ait un milieu de vie un peu plus stable et sécuritaire, ce qui a finalement super bien marché. Donc, elle a arrêté de consommer. Elle fume encore de la marijuana. Ils avaient plusieurs projets. J'ai vraiment envie de vous montrer leurs projets pour vous montrer que c'est des gens qui continuent à vivre, qui ont plein de projets, plein d'idées, plein de plaisirs. Donc, leurs projets, quand moi je les ai rencontrés, c'est qu'ils allaient se marier. Puis elle avait beaucoup de souhaits, Joanne. Elle avait envie d'avoir un enfant. Elle se questionnait quand même à 38 ans de son autonomie en tant qu'adulte. Elle avait envie d'investiguer si elle pouvait conduire. Elle trouvait qu'elle n'était pas super autonome au quotidien. Elle avait notamment des troubles de la mémoire. Elle se plaignait d'avoir peur d'oublier d'éteindre le four. Donc, elle ne faisait pas la cuisine. Son conjoint, à l'inverse, lui, se plaignait de justement, je veux qu'elle gagne en autonomie. J'aimerais ça faire moins de choses. Donc, il y avait comme des discours qui se rattachaient et en même temps, ils avaient du mal à les contextualiser. Il lui a beaucoup aidé aussi parce que grâce à lui, elle a pu bénéficier de la curatelle publique. Donc, elle a été protégée à ce niveau-là. Lui, ne voulait vraiment pas s'engager dans ses finances, voulait lui laisser cette autonomie-là avec quelqu'un d'extérieur à leur relation puis à la famille. Puis vous voyez, c'est une dame qui a toujours, je pense, beaucoup d'activités. Elle allait à l'aquaforme, super impliquée, notamment dans son association communautaire. Donc, elle allait à plein d'activités. Mais vous voyez, il y avait des souhaits encore sous-jacents. Puis Patrick, c'est quelqu'un qui était retraité, qui essayait de prendre soin de lui, il prenait des cours de guitare, c'était ses moments à lui, il boit des cafés avec ses voisins. Donc, ils ont vraiment trouvé un équilibre. La petite parenthèse quand même, c'est que moi, je les ai rencontrés dans le cadre de ma thèse. Donc, Joanne présentait quand même des gros troubles du comportement, beaucoup d'agressivité qui étaient notamment reliés à sa consommation. Ils risquaient de perdre leur logement en fait quand ils étaient à Montréal parce qu'elle brisait beaucoup de choses dans l'appartement. Elle avait des colères vraiment assez importantes. Et quand elle a commencé à être suivie par plusieurs professionnels, quand elle a arrêté de consommer avec une médication stable, ça l'a vraiment aidé à réguler cet aspect-là. Puis monsieur a développé des stratégies aussi avec elle pour pouvoir apaiser les comportements problématiques. Donc ça, je passe rapidement, comme je vous dis, mais c'est la première sphère. Un élément qui qualifiait beaucoup Joanne, c'était ses animaux. Elle avait un chien puis un petit hérisson, elle en parlait beaucoup. Et en même temps, c'était très sensible pour elle parce qu'elle pouvait être agressive dans ses moments de troubles du comportement envers ses animaux. Donc il y avait comme un peu une ambivalence à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt une première vignette positive. C'est une diade qui fonctionnait bien. Quand moi, je les ai rencontrés, ils étaient heureux. Évidemment, il y avait des souhaits, des petits regrets, des choses qui s'installaient, mais ils dégageaient quand même beaucoup de positif quand je les ai rencontrés. Beaucoup de quiétude. Ici, je vais vous en présenter une deuxième
qui est un peu plus dysfonctionnel parce que je voulais que ce soit réaliste aussi, parce qu'on sait que c'est pas tout beau, tout rose, qu'on ait un TCC ou qu'on n'ait pas de TCC. L'un n'empêche pas l'autre. Donc là, je vous présente Jean et Alice. Jean, c'est un monsieur qui a été diagnostiqué, selon ses dires, de TCC léger. Lui, il rapporte dans son histoire de vie qu'il aurait perdu conscience 1 à 2 heures pendant son accident. C'est un monsieur qui travaillait dans la construction. Il était charpentier-menuisier. Il a eu un accident de travail. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu le parcours du combattant. Parce que comme il a été diagnostiqué de TCC léger, il n'a eu aucune ressource. Il n'a pas été en réadaptation, il n'a pas eu de suivi. Sauf que c'est un monsieur, vous voyez, qui avait des gros antécédents, de toxicomanie notamment, de dépression. Et donc, je pense que la combinaison des deux rendait son tableau probablement plus lourd au niveau clinique. Et il s'est beaucoup plaint pendant son entrevue de grosses errances médicales. Donc, je pense notamment grâce à son médecin de famille, ils ont réussi à le réaccrocher au système. Il s'est battu. Il y a eu des procès pour le faire reconnaître son inaptitude parce qu'il continuait à travailler. Puis, il voyait que ça marchait pas. Il était désorganisé. Il n'arrivait pas à planifier ses gestes. Il a essayé d'être apprenti plombier. Il oubliait toutes les procédures qu'on lui apprenait. Donc, chaque jour, il devait recommencer à zéro. Puis, ça créait beaucoup de troubles d'agressivité sur le lieu de travail. Donc, ils ont réussi à stabiliser ça. Moi, quand je l'ai rencontré, il ne travaillait pas depuis plusieurs années. Il touchait plus à la consommation depuis qu'il avait eu son accident. Mais par contre, il avait encore de gros troubles du comportement. Il pouvait être très agressif, très explosif, tant verbalement que physiquement. Et donc, il vivait avec sa conjointe Alice, qui, elle, a 34 ans et qui est éducatrice spécialisée à temps plein. Particularité, c'est qu'elle travaille dans un milieu avec des jeunes avec des troubles du comportement et elle pouvait travailler tant de jours que de nuit. Donc, elle aussi, de base, avait une charge professionnelle assez importante. Et ils avaient 2 enfants en bas âge à l'époque de 4 et 7 ans. Donc, il y a quand même, on voit que la charge mentale et la charge quotidienne étaient importantes pour madame. Et quand moi je l'ai rencontrée, c'était une dame qui était vraiment résignée. Elle savait que sa situation était dysfonctionnelle, mais que pour elle, ben, ça fonctionnait parce qu'elle compensait tout. Elle faisait tout à la place de son conjoint, elle s'occupait des enfants, elle prévoyait des backups quand c'était lui qui devait faire certaines choses pour s'assurer que ce soit bien fait et que ça ne déclenche pas des troubles du comportement. Euh, elle parlait justement qu'il n'y avait plus de relations conjugales entre eux, que c'était un peu comme des colocs, qu'elle avait fait le deuil de son amour qu'elle aimait avant le TCC et qu'en même temps, elle voulait protéger l'image de père aux yeux de ses enfants parce que pour monsieur, c'était super important et il souffrait beaucoup dans son entrevue de ne pas être un bon père pour ses enfants parce qu'il se mettait en colère quand il faisait du bruit, quand il venait l'embêter en fin de journée, qu'il était fatigué. C'était vraiment des facteurs déclencheurs de son agressivité. Donc lui était très malheureux de ne pas pouvoir remplir son rôle de père, mais aussi d'homme à la maison. Et en même temps, madame, elle était consciente de ça et elle voulait essayer de le protéger tout en faisant tout à la maison aussi. Donc, c'était vraiment 2 entrevues assez lourdes. Quand j'ai abordé l'idée de madame de voir si elle avait déjà fait de la thérapie, elle m'a dit oui, sauf que je suis toujours tombée sur des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la neurologie, ils ne comprennent pas c'est quoi un TCC. Fait que là, ils essayaient de mettre des stratégies qui n'avaient aucun sens par rapport aux troubles de mémoire de monsieur, aux troubles d'agressivité. Donc, elle a vite décroché, puis elle m'a dit, moi, je suis en paix avec ma situation en ce moment. Je ne fais pas cette entrevue pour avoir de l'aide, je fais cette entrevue pour aider les prochains. Donc, mais ils savaient que ça ne marchait pas, puis ils n'étaient pas spécialement heureux dans leur dynamique. Ceci dit, ils avaient quand même chacun des petits bonbons de bien-être au quotidien. Madame, c'était son animal de compagnie aussi, fait entre guillemets problématique parce qu'elle aimait beaucoup son chien. Monsieur, c'était un facteur déclencheur de son agressivité parce que le chien aboyait, venait dans sa bulle, donc il pouvait être violent parfois envers l'animal. Elle, son regret, c'est vraiment le manque de suivi professionnel. Elle aurait aimé avoir des aides à domicile, mais ils n'étaient pas éligibles, ils n'avaient pas les finances personnelles pour aller les chercher au privé. Et il manquait de professionnels vraiment spécialisés en neurologie, comme je vous dis, l'exemple du psychologue qui ne connaissait pas la réalité du TCC. Puis pour Jean, il avait des activités, mais il faisait pas grand-chose. Lui, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Il était très apathique. S'il était tout seul à la maison, il reste à rien faire dans le divan. Super désorganisé, des gros troubles au niveau de la gestion de l'argent. Donc, il avait tendance à s'impliquer dans des projets. Comment il dépensait plein d'argent, puis il finissait jamais ses projets. Par exemple, je vais construire une cabane dans le jardin pour mon garçon. Je commence, ça reste en plan, ça reste comme ça pendant 2 ans, mais à côté, j'ai dépensé 10 000 $ pour le matériel, etc. Donc, madame avait aussi un check-up sur les finances communes pour être sûre qu'il restait à flot et que tout allait bien.
Mais lui, par contre, c'est sûr que ce qu'il partageait, c'était de vouloir investir mieux son rôle de père parce que ça restait important pour lui. Et on sentait de manière sous-jacente plus clinique, il ne l'a pas dit concrètement dans son entrevue, mais l'aspect aussi d'avoir son rôle d'homme à la maison qui gère les choses pour sa femme et ses enfants. Donc, dans cette dynamique-là, il y avait encore beaucoup de troubles de comportement. Puis on voyait dans toutes les explications, monsieur, il avait quand même des troubles cognitifs aussi assez présents. Vous comprendrez que moi, j'ai mon billet de neuropsychologie, donc je regarde beaucoup les troubles cognitifs. Ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que Jean puis Joanne, juste avant, c'était deux personnes qui étaient autonomes dans leurs déplacements. Ils n'avaient pas de problème physique. Joanne ne pouvait pas conduire, mais elle était autonome dans ses déplacements. Jean, il avait le permis de conduire et d'ailleurs, il pouvait même faire de la rage au volant. Donc, c'était un enjeu aussi. Mais dans leurs deux cas, il n'y avait pas d'enjeu de déplacement. Ça va, vous me suivez toujours dans la salle? C'est bon aussi en ligne, il n'y a pas de... Top. J'enchaîne avec ma troisième vignette. Puis je voulais vraiment vous présenter une triade parce qu'à chaque fois que je parle de mes triades, les gens sont comme Oh my God, 2 TCC à la maison. Puis c'est une triade qui m'a vraiment touchée personnellement aussi parce que la proche aidante, honnêtement, c'est une Wonder Woman. Je ne sais pas comment elle faisait parce qu'elle était non seulement impliquée pour ses 2 enfants, mais en plus super impliquée dans la communauté. Puis je ne pourrais pas vous donner trop de détails de peur que vous puissiez éventuellement la reconnaître. Donc, je vais transformer quelques détails pour être sûr de conserver la confidentialité. Mais vous allez voir que c'est une famille assez résiliente et robuste. Donc, d'abord, l'histoire, elle a commencé par Louise, une des filles qui a subi un TCC grave quand elle était jeune. Vous voyez, donc elle avait 29 ans quand je l'ai rencontrée, donc elle était enfant à l'âge de son TCC. Elle a été percutée par une voiture en descendant du bus scolaire parce qu'il vivait en campagne. Donc, elle a eu donc un TCC grave à la suite de ça. Ses études, c'était pas très clair. Donc, elle a comme suivi des parcours adaptés pour essayer de terminer ses primaires, secondaires, mais elle n'a pas été très loin. Elle était considérée comme inapte. C'était la mère qui avait la tutelle. Puis, dans son histoire, au niveau des troubles du comportement, nous, dans nos analyses qualitatives, on a qualifié l'aspect de vulnérabilité, manque de jugement, parce que malheureusement, c'est une jeune à l'époque qui a vraiment subi des abus sexuels de par son manque de jugement, mais surtout de par de la malveillance des gens qui l'entouraient. Sa maman s'en est rendue compte bien après. Il y a eu des procès, mais pour vous montrer que ça reste une réalité aussi de la population avec un TCC. C'est une jeune. Elle a mon âge, fait qu'on va dire qu'elle est jeune. Qui était autonome. Donc, elle vivait au sous-sol de la maison familiale. Elle avait tout un appartement aménagé au sous-sol. Donc, pareil, pas de séquelles physiques qui l'entravaient dans ses déplacements. Elle aimait faire du ménage, donc elle était quand même assez autonome, se faire quelques petits repas. Elle faisait les courses parfois avec sa maman. Sa mère nous partageait des petits exemples de troubles cognitifs. Elle avait tendance à acheter plusieurs fois les mêmes affaires parce qu'elle n'était pas sûre d'en avoir à la maison. Donc là, ils avaient 5 pâtes à dents, 5 trucs pour la bouche pour désinfecter. Quand elle avait un intérêt spécifique, comme par exemple les chats, elle achetait plein de peintures à numéro pour les chats. Enfin bref, elle pouvait avoir des problèmes au niveau de la gestion de l'argent, mais du coup, c'était monitoré par sa maman parce qu'elle avait beaucoup d'intérêt. Puis boum, elle rentrait dedans, quoi. Mais vous voyez, pareil, super actif, fait du tricot, de la peinture, des activités artistiques, super impliquée dans les associations communautaires aussi. Puis moi, quand je l'ai rencontrée, j'étais chez elle, donc dans son appartement. Puis son souhait, c'était vraiment d'écrire un livre. Donc elle avait tout un carnet avec les photos de son histoire de vie, vraiment axé sur son TCC. Et elle me dit, «Ah, est-ce que tu peux m'aider à genre publier mon livre?» Donc évidemment, je lui ai expliqué que c'était malheureusement pas l'objectif, mais elle était vraiment passionnée par son histoire à elle, puis elle voulait le partager. Puis c'est vraiment ce que je retire de cette population 20 ans après, c'est qu'ils veulent partager leurs expériences pour la plupart. Évidemment, il y a toujours une variabilité, mais ils sont fiers de ce qu'ils ont parcouru, ils sont résilients, ils veulent montrer aussi qu'il y a une vie après le TCC, puis qu'ils ne se qualifient pas juste par la blessure, qu'ils se qualifient par tous leurs intérêts, toutes leurs implications, parce que Louise a été super impliquée dans toutes, donc c'était vraiment chouette de la rencontrer. Puis après, ben donc, c'est sa maman, Martine, 55 ans, qui s'occupait d'elle. Elle est agricultrice, donc elle travaille 20 heures par semaine et elle faisait énormément de bénévolat. Elle vivait dans sa maison avec les 2 enfants qui avaient subi un TCC.
d'une famille de 4 enfants. Le père est décédé quelques années avant que je les rencontre d'un AVC massif. Et à la maison, ils avaient un soutien d'une éducatrice spécialisée qui était super impliquée, notamment dans la gestion des troubles du comportement. Puis eux, ils avaient, honnêtement, c'est la vignette typique de comment faire pour gérer des comportements, comment ça peut bien fonctionner à la maison avec des outils, des stratégies de compensation, des calendriers, bref, tout ce qu'on peut imaginer pour soutenir les troubles cognitifs et de comportement. Et elle avait, comme ses enfants allaient coucher tôt, elle en profitait le soir, c'était un peu son moment bien-être à elle. Elle aimait lire, elle redécorait souvent la maison, puis ils étaient très entourés. Donc, le cercle social super important de réseau d'amis puis de famille. Et ensuite, ben, il y a Thomas qui, lui, a subi son accident quand il avait 18 ans. Il s'est fait percuter en traversant la rue devant la maison aussi. Donc, vous voyez que c'est quand même une famille qui a eu beaucoup de deuil à vivre et pourtant qui s'en est ressorti avec une force assez impressionnante. Donc, Thomas, lui, par contre, avait beaucoup plus de handicap physique. Il était dans un fauteuil roulant électrique, une grosse hémiplégie, des gros troubles du langage aussi. En termes d'expression, il nous comprenait bien, mais il avait de la dysarthrie, donc beaucoup de mal à articuler, beaucoup de mal à se faire comprendre. Il était vraiment dépendant dans toutes ses activités de la vie quotidienne et domestique, malgré le fait qu'il était très intelligent. Donc lui, il était vraiment plus coincé par son corps, alors qu'il avait de meilleures capacités cognitives que sa sœur. Donc la maman, elle m'en parlait souvent comme ça. Elle me disait, ben, Louise, elle a besoin de plus support au niveau des troubles cognitifs, mais elle est autonome dans ses déplacements. Thomas, c'est l'inverse. Donc, il vivait beaucoup de frustration. Et lui, au début, vivait beaucoup de troubles du comportement parce que justement, il se sentait coincé. Donc, il arrachait les bords de son fauteuil, il cassait ses lunettes, il essayait de s'enlever. Enfin bref, c'était assez intense au début. Donc lui, il a terminé ses secondaires. Il avait commencé une technique agroalimentaire pour prendre la relève de la ferme familiale. Comme je vous dis, donc il était dépendant à la maison, mais c'était quelqu'un qui était très intellectuel, donc beaucoup sur son ordinateur, aimait les jeux intellectuels, etc. Puis lui, la première chose qui a popé quand on parlait un peu de son quotidien, c'était vraiment de s'occuper de ses neveux et de ses nièces. Puis la maman nous disait, ils sont vraiment géniaux, quoi. Pour eux, c'était une proximité avec les enfants de leurs autres frères et sœurs. Ils allaient les chercher à l'école. Ils revenaient, ils encadraient les devoirs. Même s'ils ne les aidaient pas tant finalement dans ce qu'ils devaient faire, ben, il y avait un encadrement, il y avait un moment de voir. Ça faisait plaisir aux enfants, ça faisait plaisir à Louise et Thomas. Donc, il y avait une dynamique qui s'était installée au niveau familial qui fonctionnait super bien. Puis, ce que j'aimerais préciser pour Thomas, c'est que lui, il vivait en CHSLD à la sortie de la réadaptation pendant des années. Puis, quand le COVID est tombé, la maman, elle était en vacances à Cuba, puis sa fille l'a appelée en panique en disant, il faut absolument que tu reviennes tout de suite parce que là, ils vont tout fermer, on va se retrouver tout seul. Donc, elle est rentrée, elle a été au CHSLD, puis elle a vraiment poussé pour sortir son fils du CHSLD, même s'il ne voulait pas, parce que, bon, on le sait, il y a toutes des procédures administratives. Puis, elle a fait revenir son fils à la maison pour s'assurer qu'il ne vive pas d'isolement social parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas aller le voir. Puis, elle a vu vraiment des améliorations au niveau de son comportement, au niveau de son autonomie. Donc, je le dis parce qu'on sait que dans la population, suite à un trauma crânien, on a vraiment des manques de logements en ce moment, des manques de logements adaptés. On est triste en tant que professionnel de devoir les envoyer dans des CHSLD quand on n'a pas d'autre choix. Inversement, quand on les prend à la maison puis qu'il n'y a pas de professionnel de la santé, on sait que c'est une énorme charge pour la famille. Et pourtant, quand ils vivent dans des milieux et dans des environnements qui sont enrichissants et adaptés pour eux, on voit qu'il y a une possibilité de continuer à s'améliorer. Puis j'ai eu beaucoup ça dans mes entrevues, des gens qui parlaient de l'enjeu de l'environnement pour les troubles du comportement. C'était un facteur déclencheur massif. Donc, et j'ai une autre diade, pardon, c'est la même chose. On a fait revenir le jeune du CHSLD à la maison avant le COVID et il y avait une amélioration dans ses comportements problématiques au quotidien. Donc là, j'ai comme un peu fait le tour de mes 3 petites vignettes cliniques. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on aurait pu analyser 1 million d'affaires dans nos entrevues, mais il y a plusieurs choses qui sont sorties. J'ai été juste chercher quelques exemples. Puis normalement, si mon petit effet fonctionne, donc vous voyez qu'il y a des regrets, évidemment, qui sont sortis. Je vais commencer par l'aspect négatif.
Le regret, le manque de soutien professionnel spécialisé en neurologie, de comprendre c'est quoi un TCC pour pas devoir chaque fois le réexpliquer, que les interventions soient adaptées aux troubles cognitifs. Le manque d'information, de dire oui, on nous le donne au début, mais on ne sait plus, on ne retrouve pas, on perd les pamphlets, etc. Puis quand on est 3 ans, 4 ans poste, qu'il y a une augmentation des troubles du comportement, que les troubles cognitifs se manifestent vraiment dans le quotidien, là, on a besoin de l'info et on l'a pas. Le manque d'aborder des sujets plus intimes comme la sexualité, puis j'aurais pu rajouter la parentalité aussi. Quand je parle de ça, ça arrive souvent qu'on me dise, mais c'est vraiment possible d'avoir un enfant après un trauma crânien? Puis oui, c'est possible. Il y a des gens qui le font, il y a des cliniques qui peuvent soutenir ça. Ça demande un accompagnement, mais ça se peut. Donc, notamment Louise, c'est la première chose qu'elle m'a dit quand je lui ai dit, avez-vous quelque chose à rajouter? Elle m'a dit, la sexualité, on m'en a jamais parlé, puis pour moi, c'est vraiment un problème. La parentalité, pareil. Puis il y en a aussi qui reviennent sur le passé, qui disent qu'ils regrettent de ne pas avoir été plus prudents liés à leur accident. Donc, on voit que même 20 ans plus tard, ça reste présent aussi au niveau plus psychologique. Après, il y avait les craintes aussi. Ça, c'est plus les craintes des proches aidants. La crainte du logement non adapté. Qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là, quand je vais commencer à vieillir, puis que peut-être moi-même, je vais développer des troubles cognitifs. La crainte aussi du vieillissement de la personne qui a subi un TCC. Est-ce qu'il va déclencher une démence peut-être plus précoce? Est-ce qu'il va se dégrader à un moment donné alors qu'on a fait tant d'apprentissage et tant de gains? Donc ça, c'était très présent surtout chez les proches aidants. Après, les aides principales, souvent on me pose la question, il y en a quelques-uns qui avaient des professionnels autour d'eux, mais ce qui ressortait, c'était les associations. On le sait que 10, 15 ans plus tard, c'est pas mal le seul filet de sécurité professionnelle qu'ils ont. C'est super dur de revenir dans le réseau. On sait que c'est un enjeu en ce moment, mais pour eux, là, les associations, c'est genre le nerf de la guerre pour les aider au quotidien. Les intervenants de ces associations-là sont obligés de se former dans une panoplie de problématiques parce que c'est eux qui récoltent finalement la lourdeur de leur quotidien quand ils ont besoin d'aide. Et en plus, ils ont tout le versant positif de leur proposer des activités communautaires, de la joie, du bonheur, puis surtout du lien social aussi qui est si important et qu'on peut perdre après l'accident. Puis après, j'aime quand même les espoirs aussi. Il y en a plein d'autres, mais il parlait beaucoup d'être consulté. Les proches aidants, ils disent, c'est nous les experts du quotidien. Si seulement on nous consultait, puis les personnes avec un TCC aussi, ils disent, c'est nous qui vivons 24 heures sur 24 avec nos réalités à nous. Pourquoi on n'est pas au ministère en train de réviser les prises en charge, la rééducation, etc. Parce que finalement, c'est nous qui passons à travers toutes ces étapes-là. Puis c'est pas les professionnels de la santé, c'est pas le ministère. Donc il y a vraiment chez certaines familles des volontés de revendication assez importantes. Puis l'aspect d'éducation de la population, ça, c'était aussi super présent. J'en ai marre de devoir me justifier, les gens qui ne comprennent pas autour de moi. Ça crée de l'isolement parce qu'ils sont tannés de devoir expliquer les comportements, les problèmes cognitifs. Dans l'éducation à la population, il y a aussi toute la sphère, par exemple, des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD qui ne connaissent pas, et c'est normal, mais le besoin de former ces gens-là qui vont peut-être se retrouver face à un jeune adulte avec un TCC et qui ne connaissent pas du tout la réalité de ce que c'est concrètement. Donc, vraiment, ça aussi, c'était comme un cheval de bataille. Puis, il y en a vraiment qui deviennent des revendicateurs du TCC par la suite, qui sont super impliqués dans les associations, que ce soit les personnes avec un TCC ou les familles. Puis, comment... Ça, c'est ma question préférée. À la fin de l'entrevue, on leur demandait si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec? Donc, vous voyez, il y a la version proche aidant. On va commencer par ça. Donc, évidemment, on retrouve le logement adapté, ça c'est clair. Il y en a qui disaient plus d'années à vivre. Tu sais, je vous ai mis aussi les trucs, c'est des rêves inaccessibles, mais ils sont là pareil. Comment plus de répit. Pour le répit, il disait plus de répit, mais aussi apprendre à les prendre, apprendre à s'arrêter, puis en profiter et surtout ne pas vivre de culpabilité de les prendre. Puis il y en a qui m'ont dit, c'est après 20 ans que j'ai compris que j'en avais besoin, mais j'aurais peut-être dû commencer un peu plus tôt. Une qualité de vie acceptable aussi, dans encore l'optique de si un jour je disparais, qu'est-ce qui va se passer avec mon fils, ma fille, mon conjoint? Est-ce qu'il va continuer à avoir une qualité de vie assez acceptable? Enlever la culpabilité de mal faire, de ne pas être présent, de parfois prendre justement des répits, de parfois se mettre en colère alors qu'on sait que ça ne marche pas. Le manque de service, ça, je ne vous le cache pas, ça revient constamment. Quand ils sont dans la communauté,
c'est le premier élément qui ressort. Et alors, comment il y avait aussi, pour certains, moins de problèmes physiques quand même. Ceux qui peuvent moins marcher, ça revenait aussi. Il y en a qui disaient, pour leurs personnes avec un TCC, leur permettre d'être plus autonomes dans leurs déplacements pour réduire aussi la charge, du proche aidant. Puis après, oups! Ah, je vous spoil. La baguette magique, plus pour les personnes avec un TCC. Donc, je vous l'ai dit, ben, la prudence. Donc, ça encore, c'est un peu un rêve inaccessible, mais ils auraient aimé être plus prudents. Tu sais, ça fait partie de leur réalité. Il y en a, c'est de marcher parce qu'ils sont en chaise. Peut-être plus de patience par rapport à eux-mêmes, face notamment à leurs troubles cognitifs. Enlever la fatigue, ça, je l'ai beaucoup entendu. Enlever la fatigue pour que je puisse faire plus de choses. Avoir ma propre maison, être autonome. Avoir des enfants. Trouver un conjoint, une conjointe. Il parlait aussi beaucoup, c'est Humeur Stable qui est en bas à gauche. Puis ça, je peux peut-être vous donner un exemple aussi avec ma triade. La maman, elle était super impliquée pour aider ses enfants à dater de manière sécuritaire. Donc là, elle m'a dit, moi, mon meilleur ami, c'est Google. Donc dès qu'il me pose une question que je ne sais pas répondre, je le Google. Puis là, elle mettait dating pour personnes en situation de handicap. Elle a trouvé des applications parce que comme sa fille avait vécu de l'abus puis était à risque, notamment, il y a des gens qui la contactaient sur Facebook pour rentrer en contact, lui dire qu'elle était jolie, etc. Elle avait dû développer une stratégie. Quand elle avait amorcé ça, elle avait transféré le mandat à l'éducatrice spécialisée pour qu'elle garde, elle, sa relation de maman, puis que ce soit une professionnelle qui gère ça sur le côté. Puis ça revient souvent dans les assos. Moi, quand je donne des formations aux intervenants communautaires, ils me demandent, on fait quoi avec ça? C'est quoi les outils? Comment on peut les aider à trouver de l'aide pour d'été, faire un projet de vie, maison, enfant, comme n'importe qui d'autre l'aurait, quoi. Donc voilà, là, j'ai fini de parler. Il est 12h40, donc c'est parfait. On a encore plein de temps pour discuter. Là, vous allez voir, donc pour les personnes dans la salle, vous pouvez simplement lever la main si vous êtes à l'aise de prendre la parole. Si vous préférez pas parler, vous pouvez aller aussi sur le Menti. Donc, c'est juste un site, menti.com. Vous mettez le code. Ça, c'est plus aussi pour les personnes qui sont en ligne. Et vous allez pouvoir mettre des commentaires brefs sur c'est quoi que ça vous inspire. Est-ce que c'est des questions, des inspirations, des réflexions? Est-ce que c'est réaliste, pas réaliste? Bref, vous pouvez vraiment y aller dans tous les sens. Le but, c'est que ce soit vous qui parliez. Donc là, je vais aller. Faire une première question. Je te passe le micro. Vraiment, on va le laisser comme ça, ouais. Allô, Charlotte. Salut. Félicitations pour ta présentation. Excellente présentation. C'est tellement intéressant d'avoir les lunettes du recul comme ça, qui est tout le contraire de ce qu'on vit ici parce qu'on est en poste aigu avec les usagers. Donc, c'est de l'information fascinante, je dirais. Moi, c'est une petite question. Un autre commentaire aussi, tu as vraiment eu des participants qui étaient très loquaces. On leur souhaite de pouvoir accéder aux hautes sphères politiques éventuellement pour faire bouger des choses puis amener plus de services parce que ça semble avoir des gens qui en avaient long à dire puis qui avaient une bonne expertise de leur situation. C'est juste une petite question en lien avec la personne qui disait, moi, j'aurais aimé entendre parler plus de sexualité. Est-ce que c'était, je me souviens plus, est-ce que c'était une personne qui a eu un TCC ou une proche et est-ce que c'était en lien avec des handicaps physiques ou, à ta connaissance, qu'est-ce qui lui manquait, qu'est-ce qui lui a manqué à ce niveau-là comme info? C'était une personne avec un TCC. Donc, c'était la jeune qui a eu son TCC à l'âge de 9 ans. Donc, je pense qu'il y a eu aussi. Là je mets ma casquette clinique, hypothèse clinique. Ce n'est pas un sujet qu'on a discuté ensemble parce que malheureusement, je devais aussi mettre des barrières dans l'entrevue pour ne pas jaser pendant 4 heures. Mais elle, je pense que c'était à la fois le développement de sa propre sexualité qu'elle a peut-être moins vécu vu qu'elle a eu son TCC très tôt que d'avoir un partenaire de vie. Donc, on n'a pas été plus loin que ça. Donc, je n'ai pas la réponse complète, mais je pense que c'était tant sa sexualité à elle que de développer des relations. Puis, on se rappelle, c'est la jeune qui a vécu des abus sexuels aussi. Puis, je vais vous donner un exemple de c'était quoi? C'est que elle avait tendance comme à transférer un peu le rapport avec son papa de je donne la main à un homme. Ben, lui, il a plus ou moins le même âge que mon papa, je fais la même chose avec lui, sauf que quand elle est tombée sur des personnes malveillantes, ben, ça a été plus loin, quoi.
Donc, il y a vraiment eu tout un travail de lui faire comprendre, mais ça, tu peux pas faire avec n'importe qui. Puis eux aussi, ben, il y a l'aspect malveillance, mais il y a eu un enseignement à lui faire à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est pas mal tout, en fait. Mais vous verrez, j'ai pas toutes les réponses non plus parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas approfondis avec les familles. Je les lis en attendant aussi, donc merci. On voit bien le problème du après qui reste un immense enjeu de société. Je vote pour qu'il soit au ministère. Oui, ça c'est clair. Un aspect qui semble ressortir est la méconnaissance du TCC dans certains milieux. Oui. Ben, est-ce qu'il y avait une question ici? Non? Je vais peut-être jumper sur ce point-là. Donc, méconnaissance du TCC dans certains milieux. Quelles sont les pistes de solutions? Il y en a beaucoup. Là, je pointe Carolina. Parce que Carolina, en ce moment, elle a des projets de recherche, notamment dans les milieux de violence conjugale, dans les milieux de l'itinérance. Il y a plusieurs sous-objectifs, mais c'est notamment d'essayer de créer des écosystèmes de collaboration pour spotter plutôt les personnes qui ont subi un TCC et les aider à avoir accès à des services. Je pense que ça résume bien. Il y a aussi une volonté d'éducation. Puis moi, en ce moment, en parallèle aussi, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que j'ai développé des formations pour former les milieux communautaires, vu que dans le milieu de la santé, il y a la SQE-TGC, plus au niveau troubles du comportement, mais qui a un peu ce volet de formation et d'éducation quand on est dans le réseau public. Mais encore une fois, quand on sort du réseau public, les associations communautaires, elles sont en demande constante de formation. Puis c'est tant les assos pour les TCC que les assos en itinérance, que le service de police. Donc j'ai donné une formation à la police en juin sur le TCC, puis comment mieux interagir, comprendre les troubles du comportement, parce qu'ils veulent. La seule sphère qu'on aimerait, que moi personnellement j'aimerais aller retoucher, c'est peut-être justement les milieux de CHSLD, les milieux d'hébergement. Mais encore une fois, Connexion TCC, qui est le regroupement des associations communautaires du TCC au Québec, pardon. Ils sont en collaboration avec des OBNL de logement, ils travaillent fort, ils ont des projets pour faire découvrir le TCC. Ça peut être quoi dans les logements sociaux, chez les usagers locataires. Donc, il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Et si ça vous intéresse en ligne, je vous invite vraiment à suivre Connexion TCC sur les réseaux parce qu'ils sont super impliqués avec plein de partenaires différents. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non? OK. Oui, je vous en prie. Bravo, Charlotte. J'ai toujours rêvé d'Amélie Racette. Hier, non, je voulais que tu répondes à la dernière question que tu as posée toi-même en fin d'entrevue. Je te dis, tout le monde se demande qui peut les aider pour le dating ou tout ça. Est-ce que tu as une réponse à ça? Ben, oui et non. Moi, ce que je donne dans mes formations, c'est je piste les intervenants vers les applications. Il y a beaucoup d'applications, beaucoup. Il y a quelques applications de dating adaptées où tu as vraiment un filtre. Donc, ce n'est pas le best, mais au moins, c'est un début, quoi. Puis, je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants aussi qui font de la psychoéducation à ce niveau-là dans les associations communautaires parce que c'est une réalité, on leur pose la question. Mais c'est vraiment pas ma force, ce sujet-là. C'est juste que comme je présentais la vignette, ça m'a marqué, puis j'avais envie de vous le partager parce que je sais qu'il y a aussi des procédures d'évaluation de ça au niveau interne. Donc, voilà. Ouais. Juste une réflexion qui me vient. Je sais que tu dis que ce n'est pas ta spécialité, mais sur le dating adapté, est-ce qu'on peut penser qu'ils n'ont pas nécessairement envie de se matcher aussi avec quelqu'un d'autre qui a des besoins particuliers? Ouais. C'est une offre, mais en plus, ça n'a pas réponse à tout. Parce que je sais qu'il y a comme un questionnaire à remplir, donc je ne sais pas si c'est d'office que des personnes en situation de handicap. Là, je n'ai pas encore été investiguée. Il faudrait limite que j'installe l'application pour moi voir comment ça fonctionne, parce qu'il y a ça aussi de se dire, OK, est-ce que les applis fonctionnent pour des personnes qui ont des troubles cognitifs? Parce que parfois, c'est du handicap physique, mais ce n'est pas dit que les personnes qui sont hyper désorganisées avec des troubles visuospatiaux sont capables d'accéder à ça. Ça, je ne le sais pas. Mais je pense qu'il y a aussi des adaptations un peu comme Messenger pour les enfants. C'est Moira que tu m'avais partagé ça, mais je crois qu'il y a aussi des adaptations de choses pour tous, mais avec plus de sécurité en place. Donc voilà. Je passe à ma slide suivante. Puis là, je sais que même ceux qui sont dans la salle, j'aimerais que vous participiez. C'est aller sur Menti, connectez-vous si c'est possible, si vous avez votre téléphone, sinon il n'y a pas de problème. J'aimerais ça que vous mettiez, c'est des mots-clés cette fois-ci.
quelques mots-clés qui vous viennent à l'esprit, avec quoi vous repartez de cette présentation, de ce partage d'expérience. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, il y a 5 mots-clés à entrer, donc vous pouvez partager avec votre voisin. Mais donc, l'idée, c'est de mettre des mots-clés pour que moi, je vois qu'est-ce que ça vous inspire finalement, cette présentation-là. Puis en attendant, s'il y en a d'autres qui ont des réflexions. Oui? Dans les 3 cas, il y avait question d'inaptitude. Donc, est-ce que les 3 étaient sous tutelle? C'était ça? Soit de la maman, soit du conjoint? Alors, donc, la triade, c'était les 2 sous la tutelle de la maman. La première diade, donc avec la femme qui avait vécu des situations d'itinérance, elle, c'était curatelle publique. D'ailleurs, Ah oui, la c'est vrai, curatelle voulait comme se dégager du tableau pour que ça passe aux mains du conjoint, puis lui, il voulait pas. Parce que justement, il voulait comme pas avoir, entre guillemets, une mainmise supplémentaire sur sa vie à elle. Et ensuite, la troisième, il n'y en avait pas. Mais de Et ce il y que je avait, il y avait un comprenais, enjeu, c'était marqué qu'il y avait eu comme peut-être à la cour, il me semble, ça, c'était pour l'inaptitude, mais pour travailler. c'était de l'invalidité Oui, plus. exactement. OK. Excuse-moi, mais c'est peut-être pas le OK. terme Mais c'est pas adéquat. grave, mais je me demandais si les Ouais. 3. Mais ceci dit, ce monsieur-là, il avait des problèmes de gestion de l'argent. Donc, il n'y avait pas d'inaptitude officielle, mais la femme, elle était obligée de checker les comptes parce que sinon, il y avait vraiment des problèmes, quoi. Donc, Merci. yay, merci de participer. Vous voyez que plus c'est gros, plus ça a été nommé. Salut, Caroline. Bravo, Charlotte. Toujours aussi bien tes présentations. Je voulais juste apporter un petit volet ergo, puis je vois qu'il y a des ergos Oui. dans la salle quand même. Je pense que ton premier cas, j'étais présente à l'entrevue, mais je ne suis pas 100% certaine, mais il me semble que je reconnais. Puis une des choses qui m'avait remarqué, moi, comme ergo, c'est que cette dame-là, il y avait des choses, me semble, qu'elle faisait dans son quotidien que moi, j'aurais jugé absolument dangereux, que j'aurais dit, tu peux pas faire telles activités parce que c'est trop dangereux. Puis ce que moi m'avait frappé, c'est à quel point, quand ils sont 10 ans poste, ils vont avoir des choix de qu'est-ce qu'ils décident par rapport à ce qu'eux décident qui est, même si ce n'est pas tout à fait sécuritaire, mais qu'ils souhaitent faire, puis qu'ils prennent des décisions de ce qu'ils vont faire dans leur vie, puis qu'ils vont accepter certaines choses que nous, comme cliniciens, des fois, on se dirait, ben, je leur recommanderais jamais de faire ça parce que les risques sont trop élevés. Puis, en tout cas, moi, c'était une des choses qui me frappait longtemps parce que quand, au congé de l'hôpital, quand je dirais, ben, tu sais, tu peux pas reprendre la préparation de tes repas, c'est dangereux. Tu peux pas sortir seul à l'extérieur, c'est dangereux. Puis là, tu rencontres les personnes 10 ans plus tard, ils font toutes ces activités-là. Mais ils sont conscients des risques. Les proches sont conscients des risques. Ils acceptent de vivre avec des risques parce que sinon, ils arrêtent de vivre. Ouais. Parce que moi, comme ergo, c'était une des choses qui m'avait frappée longtemps poste de dire, OK, là, c'est plus moi qui décide de ce qui est sécuritaire, acceptable, c'est eux. Ouais. Puis je voyais que, bon, on ne déciderait pas les mêmes choses, là, tu sais, parce qu'eux doivent continuer à vivre à leur façon, puis c'est pas la façon que moi, je l'aurais imaginé. En tout cas, je voulais juste peut-être apporter Ouais. ce petit... Pour ceux qui ne savent pas, Carolina, c'est ma directrice de thèse. Puis Carolina me demande toujours dans mes présentations de faire 3 messages clés qui arriveront plus tard. Puis l'un d'eux, c'est de soit diminuer nos attentes ou d'augmenter nos attentes envers nos usagers. Parce que justement, parfois, on peut avoir tendance à les surprotéger, de peur qu'ils ne soient pas capables de faire certaines affaires, ou inversement, parfois pas les sous-protéger, mais d'avoir des attentes trop élevées. Ah, il est capable de faire ça, mais finalement pas. Donc, de peut-être aussi, comme on le fait déjà en clinique, mais d'être encore plus individualisé, de se mettre peut-être encore plus dans leur basket. Puis, on s'entend que leur vision, leur réalité en post-aigu va pas être la même réflexion qu'ils auront post-accident, mais on peut quand même parfois donner des perches sur des choses qu'ils vont peut-être être capables de faire 10 ans plus tard, parce qu'en effet, ben, moi, j'avoue qu'en ayant connu juste la réalité post-aiguë avant de les rencontrer, j'étais surprise de la variété d'activités qu'ils étaient capables de faire par rapport à ce que nous, on voit quand ils sont pas longtemps post, quoi. Donc oui. J'intercéderai ici simplement pour inviter les personnes en ligne. Il y en a une quarantaine présentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler puis les mettre dans la fenêtre de clavardage. Ça va nous faire plaisir de les accueillir et d'y répondre. Je te rends la parole, Charlotte.
Il y a Anne-Marie qui a une question. Ouais, mais c'est eux qui gèrent. Ah, allô? Je pense qu'il faut que tu l'allumes. Ouais. Rebonjour, Anne-Marie, travailleuse sociale. Charlotte, est-ce que tu pourrais me donner un peu plus d'informations sur comment est-ce que cette mère-là, qu'est-ce qu'elle a réussi à installer à domicile pour sortir son fils du CHSLD? Parce que dans le fond, on réalise comme travailleuse sociale, il faut vider les lits, il faut aider l'hôpital à accueillir d'autres personnes, mais ça vaut-tu la peine de justement investir ce retour à domicile avec plus de services? Je serais curieuse d'en entendre parler. C'est une bonne question parce que je t'avoue qu'on n'en a pas tant discuté de ça. Moi, ce que je voyais, c'est que on n'a pas parlé, par exemple, des activités de la vie quotidienne ou domiciliaires. Donc, je pense que c'était une maman qui était super, oui, je vois le temps, ouais. Qui était super sensible à déjà peut-être tout ce qui est transfert, tout ce qui est procédure pour la routine, la toilette, etc. On n'a pas parlé, mais je suspecte qu'il y avait quand même des gens qui passaient à domicile pour l'aider là-dedans. Par contre, pour le côté cognitif, elle a mis en place plein de choses avec l'éducatrice spécialisée, comme par exemple le fameux tableau blanc, mais qui était vraiment utile, donc des calendriers où il y avait des informations qui étaient inscrites. C'était un jeune qui présentait des troubles du comportement au niveau social qui étaient inadéquats avec les belles jeunes filles à l'extérieur. Donc, elle avait des règles sociales qu'elle lui répétait à chaque fois qu'il sortait dehors pour... Donc, si on voit une belle fille, tu sais que tu ne peux pas faire et dire, oui, je sais, je ne peux pas faire ça, 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 ça. Donc, il les connaissait par cœur. Il était malin, donc il déviait aussi un petit peu les stratégies. Donc, par exemple, il ne pouvait pas leur demander leur numéro de téléphone, il ne pouvait pas leur faire le baisement. Donc, il lui demandait c'est quoi ta couleur préférée. Mais bon, ça devenait un petit peu plus acceptable socialement. Donc, c'était une madame, honnêtement, elle était ergo, neuropsy, physio. Enfin, elle avait développé ces skills-là. Mais je ne peux pas t'en dire plus sur les adaptations quotidiennes qui lui ont permis de... Pour ces trois-là, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a qui étaient reconnus invalides. Puis après, là, on rentre dans les détails, mais je sais qu'ils passaient ensuite sur Retraite Québec, notamment Connexion TCC s'est beaucoup battu pour que ceux qui pouvaient perdre la rente de Retraite Québec en fonction de leur âge la conservent, puis qu'elle soit un peu plus élevée. Donc, il y en a qui sont capables de continuer à avoir des aides. Ouais. Je vous passe vite pour avant qu'on conclue. Ouais. On peut continuer au-delà du OK. Si tu permets, je me glisserai juste pour permettre aux gens qui doivent rentrer travailler et qui sont en ligne Oui. de le faire. Je vais faire la petite annonce et on peut continuer les échanges. Les personnes en ligne peuvent rester en ligne, il n'y a aucune contre-indication. On peut continuer bon. quelques instants sans problème. Ben, laisse-moi juste conclure avant de le faire comme ça. 3 messages clés que je voulais vous partager. Je voulais vous donner de l'espoir. Puis je sais que parfois, il y en a qui se disent, mais my God, ils sont tellement jeunes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ou je ne sais pas pourquoi je suis là, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que ce que je fais? La réponse, c'est oui. Ça donne du sens à notre travail, ça donne de l'espoir. Parfois, il faut revoir nos attentes à la baisse ou à la hausse, faire confiance aussi à nos usagers. Puis petit clin d'œil à Amélie qui me dit toujours, on sème des graines. Mais oui, et elles servent parce que je le vois, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de leurs professionnels de la santé en réadaptation. Puis je vous invite vraiment d'aller voir le site de Connexion TCC. C'est la semaine québécoise du TCC la semaine prochaine. Ils sont hyper actifs. Ils ont fait un documentaire sur la même thématique qui va tourner. Donc soyez à l'affût. Et je conclus comme ça, on peut faire ta conclusion. Voilà, merci beaucoup, Charlotte. En effet, je suis très content qu'on n'ait pas échappé la conclusion et les messages clés. Alors, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci d'avoir été parmi nous. Tel qu'indiqué en début de présentation, la présentation PowerPoint vous sera acheminée ou les instructions vous seront acheminées avec le formulaire d'évaluation de la présentation d'aujourd'hui. On vous invite à y répondre en grand nombre. Vos commentaires, l'équipe IURDPM les consulte attentivement et on en tient compte dans la préparation et la coordination de nos événements d'animation scientifique. Nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez tout le reste par courriel. Merci de votre participation. Puis je rends la parole à Charlotte pour la suite des échanges s'il y en a, parce qu'il y a encore des gens. Déjà. Merci beaucoup. Je vous laisse ça en attendant. Il a arrêté là.